Mon cher Johan, le souhait que j'avais dès le début de ce podcast, on est rendu à l'épisode 11, commence à se réaliser, là. On commence à avoir une petite communauté SOS Podcast, un fan club même peut-être, là. C'est ça qu'on voulait, hein, pouvoir connecter puis communiquer avec les fans d'arts martiaux mix comme nous, là. Exact. Et là, je tiens à saluer nos amis de Chez les Turcs. Et ça, Chez les Turcs, c'est un groupe d'amateurs de la France. C'est pas n'importe quoi, là. Pas juste au Québec qu'on a des gens qui nous suivent. De l'autre côté de l'Atlantique aussi. Donc, nos amis de Chez les Turcs, qui sont des gros fans d'arts martiaux mix, ils regardent souvent les galas sur les ondes de TVA Sport. Et là, l'autre jour, ils m'ont écrit sur les médias sociaux, sur Twitter. Et là, je vais juste vous lire qu'est-ce qu'ils nous ont écrit. Attendez, je vais juste retrouver leur message. Donc voilà, c'était la semaine dernière, il y a 3 jours en fait. Chez les Turcs, ils m'écrivent « On aimerait afficher, Ben, ton autographe dans notre QG chez les Turcs. » Ils ont le QG, imagine. Si Pat, Valérie, Jean-Paul et Johan peuvent aussi signer, ce serait encore mieux, un scan de photos. Vous m'envoyez ça et je le fais imprimer à la maison en France. Bref, on vous arrange ça, nos amis chez les Turcs. Là, Johan a déjà accepté de ça signer. va. Avec plaisir, directement de la France, là, ça va me faire plaisir. On vous envoie ça là-bas. Et puis, pour vous montrer à quel point ils sont fans, là, également, j'ai amené un petit souvenir que j'ai quand j'avais un podcast dans une autre vie avec mon ami Pat Côté. Regardez ça, ce qu'ils nous avaient envoyé chez les Turcs il y a quelques années. Je vous lis le message qui est en arrière de cette carte postale-là. Et là, vous n'avez pas la berlue, là, c'est bel et bien Dana White qui a mangé trop de buffets chinois. Avec une coupe Longueuil en plus. Donc, c'était une belle attention. Et il nous écrivait longue vie pour votre podcast qui me sauve de longues minutes d'ennui durant mes trajets boulot. Bref, portez-vous bien. Et égoïstement, je vous souhaite à vous deux et votre podcast une longue vie. C'est signé Michel Lépave de Chez les Turcs. Donc, des belles attentions. Et là, je l'ai gardé très précieusement, Michel. Ça fait quelques années déjà. Mais je tenais à le montrer. Et Michel et tes amis de Chez les Turcs, on s'organise bientôt là, une petite discussion au podcast ici. On s'écrit, là. Avec plaisir, ouais. Ça serait fantastique. Rencontrer nos amis de Chez les Turcs. Bref, on met ça sur pied pour un prochain épisode. Bienvenue à tous au SOS Podcast. Bye-bye. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ouais, je pense que je suis fatigué, là. J'ai vraiment dit bye-bye avant l'ouverture. C'est un enfant de 2 ans, hein? Bye-bye, à tout de suite. À tout de suite. Ouais, c'est ça. Bye-bye, restez là. On revient tout de suite après l'ouverture. Non, je m'excuse. Ouais, un petit peu fatigué quand même, mais parce que grosse semaine. Et on revient bien sûr sur ce qui s'est passé du côté de Mexico City. Mon cher Johan, on met la table pour l'UFC de cette fin de semaine à l'Apex. Gros duel entre Josh Emmett et Lerone Murphy, entre autres. Et quelques nouvelles, comme d'habitude, à la fin de l'émission. Comment t'as aimé ton gala UFC de samedi passé? On avait des grandes attentes quand même. Moreno contre Usyk, c'était un duel important à 125. Là. Ça, c'était un gros combat final. On a eu plein de beaux combats. On a eu plein de beaux finishes, honnêtement. On a eu des combats spectaculaires. On a eu des soumissions, on a eu des knockouts. Ça a été le Mexique a été vraiment bien choyé en fin de semaine. Ouais. Puis comme d'habitude, les fans étaient fous. En plus, au rendez-vous. Il y avait beaucoup de Mexicains sur la carte, 9 je pense. Ouais. 7 sur 9 ont gagné, donc ça c'était bon pour la foule aussi. C'est un bon ratio. Notamment, très très bon ratio, notamment en finale, Brandon Moreno qui était chercher une décision unanime contre Steve Usyk. C'était vraiment un combat debout pendant les 5 rounds. Et finalement, je pense que Usyk a gagné 1 round en tout. Moreno, 2e victoire de suite, prouve qu'il est encore là, parmi l'élite. Là. S'il n'y a pas une chance au titre maintenant, une autre victoire, là, ça l'amène là encore pour aller tenter d'aller chercher un 3e titre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de sa performance? Moi, j'ai trouvé très discipliné, bien technique et la puissance était supérieure à celle d'Usyk. J'adore regarder Brandon Moreno combattre. Je trouve qu'il a un style unique. Il n'y a pas toujours une belle garde, mais il réussit à envoyer des gros crochets. Il a surpris avec ses gros crochets en commençant le combat. C'est sa grosse arme, hein? Par la suite, la main droite a touché. La main droite a fait du dommage. Usyk a visité le plancher au premier round. Donc, la main droite a fait du dommage. Je pense que par la suite, Usyk était beaucoup à reculons. Là. Il revenait d'un gros KO. On l'a mentionné contre Cara France la semaine passée. Donc, Moreno, là, il a un gros style. Après, il est capable d'installer ses kicks. On a toujours la crainte qui nous amène au sol aussi. Donc, vraiment, il est capable de bien mixer tout ça ensemble. Vraiment,
dominant. Je lui souhaite de revoir sa chance pour le titre éventuellement, oui. C'est vraiment un combattant, c'est ça. Auparavant, il était peut-être un peu plus, prenait plus de risques. Là, on le sent vraiment qu'il est dans une phase où il travaille beaucoup sur sa boxe. Il le sait que si ça se transforme en bagarre de rue, s'il y a quelqu'un devant lui qui veut brasser, il va être vraiment capable de tirer son épingle du jeu. C'était vraiment pas le cas d'Urseg, qui lui aussi est un boxeur plus technique. Donc, c'est vraiment bien ajusté. Puis, il est vraiment capable de tirer son épingle. Donc, c'est une belle évolution pour lui. Là, ce que je veux dire, c'est qu'avant, il fallait qu'il prenne un coup pour en donner deux. T'sais. C'est plus le cas maintenant. Donc, c'est de bon augure pour la suite aussi. Puis, on le voit qu'il ralentit pas. Moreno, là, son volume de coups est assez impressionnant. Donc, il envoie des coups, il envoie des combinaisons. Vraiment, moi, je trouve qu'il a surclassé Urseg dans un combat de kickboxing. Puis, on le sait, sûrement qu'au sol, le combat aurait été à l'avantage de Moreno aussi. Donc, oui, c'est vraiment une belle démonstration qui est encore dans les combattants les plus dominants de cette division. Urseg, de son côté, on le connaissait pas beaucoup. On l'avait vu on l'avait vu, bien sûr, en combat de championnat contre Pantoja, avait vraiment bien fait. Un peu dans le même style, là, très technique au niveau de sa boxe, de son kickboxing. J'ai trouvé qu'en fin de semaine, et Pat Côté l'a bien expliqué là, durant notre diffusion, c'est dommage parce que le gars, il a tellement de belles techniques, un long jab. T'sais, quand tu as un bon jab, là, tu peux faire bien des affaires derrière ça. Ouais. Il s'est juste pas... On dirait qu'il n'a pas passé en deuxième vitesse. Il est toujours resté... On dirait que c'est comme s'il se battait pour pas perdre, ou il se disait, je vais le toucher, si je le touche assez, les juges vont me donner la faveur. Là, parce qu'il a touché plus souvent, en fait. Là, quand tu regardes les statistiques au terme du combat, il a touché plus souvent. Juste touché avec pas mal moins de puissance. Ouais, moins d'autorité. Puis, tu sais, je veux dire, c'était toujours ça. Là. Je vais le toucher, je vais me retirer, je vais le toucher, je vais me retirer. Peut-être qu'à un moment donné, si tu veux aller gagner des gros combats, t'as pas le choix non plus de passer à l'attaque un peu plus. Là, c'est le problème de plusieurs combattants qui sont tellement élégants, qui font tellement les choses bien, qui veulent pas nécessairement trop prendre de risques, qui sont toujours calculés. Mais tu sais, on le sait, c'est un sport de risque, c'est un sport de spectacle. Donc, tu sais, on a vu... Les coups que Moreno lançait, c'était pas toujours les coups les plus élégants. C'est souvent des crochets, la tête penchée. On se penche la tête, on envoie un gros crochet. Mais ça touche, puis ça fait du dommage. Puis en plus, ça porte à confusion parce que la personne pense que tu te penches pour peut-être lui envoyer un takedown. Finalement, il y a un crochet en haut qui monte. Donc vraiment, c'est vraiment une belle variété de coups puis de transitions que tu peux faire. Là. OK, avec tout ça, ben c'est ça. Urseg est maintenant 3-3 à l'UFC. 3 victoires, 3 défaites. Il avait commencé avec 3... gain, le 3 défaites de suite. C'est sûr que c'est contre des très, très, très gros noms, mais je pense que là, on l'a testé contre l'élite. Je le vois peut-être avoir des combats un peu moins d'envergure à ses prochaines sorties. Là. Question de lui redonner un peu confiance. Tu sais, le gars, c'est ça, il est talentueux. Faut qu'il aille rechercher quelques victoires puis se battre un peu contre des combattants de son calibre. Il n'est pas tout à fait rendu peut-être au niveau Moreno, Pantoja, Royval. Il a eu sa chance, puis là, ça va être à lui de peut-être aller recumuler quelques victoires avant de pouvoir réatteindre le top 5. Et du côté de Brandon Moreno, ultra émotif, lui, après sa victoire, il a demandé aux matchmakers de combattre le 13 septembre prochain au gala qui aura lieu encore au Mexique. C'est un pay-per-view à Guadalajara. Le Noche UFC, là, ce qu'on fait à chaque année lors de la fête d'indépendance du Mexique au mois de septembre. L'an dernier, c'était à la Sphère de Vegas. Cette année, ça va être à Guadalajara. Donc, il devrait être sur cette carte-là. Moi, je le vois peut-être pas en combat de championnat. Là, by the way, on ne sait pas encore quand est-ce que Pantoja va défendre son titre. Là. Moi, je pensais peut-être à l'UFC 316 en juin. Finalement, ce ne sera pas là. Donc, bientôt, il va falloir que Pantoja défende son titre. L'aspirant numéro 1, c'est... Rival, c'est ça, exactement. Mais là, on s'attend à ce que ce soit Cara France qui a le titre, qui lui est 3e, je pense. Moreno est toujours 2e. Donc, si on fait Pantoja-Rival, moi, je ferais un combat éliminatoire Moreno... non, c'est pas vrai. Si on fait Pantoja-Cara France, moi, je ferais un combat éliminatoire Moreno-Rival. OK. Puis... ce serait une trilogie. Ouais. Les deux ont une victoire en plus. Les deux ont une victoire, ouais. Fait qu'il y a une petite histoire là. Puis dans tout ça, il y a Manel Cap aussi qu'il faut gérer. Mais bref, c'est ça. Ça vient un peu... mélanger les cartes un petit peu. Ça vient mêler les cartes. Et en tout cas, je commence à avoir hâte que Pantoja combatte. Là, je veux dire, je suis pas regardé ça fait combien de temps, mais j'ai l'impression que ça fait un certain temps là, qu'on l'a pas vu. Pantoja. Les autres combats, comme je disais, il y avait beaucoup de Mexicains, notamment en demi-finale, Manuel Torres contre Drew Dober. On s'attendait à un bon spectacle. Tabarouette que ça n'a pas été long. Et c'était violent. Manuel Torres, là, il va être à surveiller, là, très spectaculaire. Puis c'était un jab direct
Une combinaison 1-2, ce qui est le plus classique, là. Précis, classique, semblait pas être lancé en puissance, mais avec beaucoup d'autorité. Écoute, un KO spectaculaire. Dober, va falloir faire attention à notre santé, là, parce que ça fait plusieurs KO là, qu'il mange, lui, qu'il a eu là, dans les derniers combats. Là. Tu vois, je regardais ça justement. 3 défaites de suite, 4 défaites à ses 5 derniers combats. Donc, ça va pas très bien pour lui. Et 3 de ces 4 défaites-là, c'est par KO. Ouais. Donc, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis celui-là, il était pas beau parce que il a mangé énormément. Tu sais, honnêtement, je veux pas lancer la pierre à l'arbitre. Parce que ce qui est arrivé, c'est et moi, ça m'a fasciné là, parce que à quel point l'instinct, c'est fort. Parce que tout de suite, lorsqu'il a reçu les coups, il est allé tout de suite, il s'est effondré, mais tout de suite a agrippé la jambe. Pardon. Donc, ça donnait vraiment l'impression qu'il était encore un petit peu en possession de ses moyens. Oui. Mais là, les coups ont plu là, sur la tempe. Il en a mangé une dizaine. Ouais. Là, l'arbitre... moi, je trouve... Ben là, je regardais les reprises, je trouvais que, mon Dieu, il aurait vraiment pu s'interposer, intervenir plus rapidement. Oui. En même temps, c'est ça, il agrippait la jambe. On se disait, OK, il y a peut-être encore... mais quand il s'est relevé, il était pas là pendant tout. Il se rappelait plus de ce qu'il Il continuait d'essayer de vouloir combattre, d'être sur place, puis d'essayer de reprendre le contrôle, mais le combat était terminé. C'est ça, il s'est pas rendu compte de tout ça. Là. Ça démontre à quel point il y a eu du dommage qui a été infligé. Je suis d'accord avec toi. L'arrêt aurait dû être fait bien à l'avance. Surtout là, qu'on a vu que c'était un jab direct qui rentrait. Le KO était, Dober, vraiment, là, c'était pas un coup chanceux. Là, vraiment, là, c'était... Donc, expéditif. Donc, vraiment, là, je pense que l'arbitre aurait dû arrêter le combat avant. Là. Et je suis d'accord avec toi, Torres a surveillé. 4-1 maintenant à l'UFC, dont 4 victoires avant la limite, 3 KO, 1 soumission et 4 bonnies de performance. Chaque victoire lui a valu un boni. Incroyable. Et sa seule défaite, c'est contre Ignacio Bahamondes, qui était à la note chez UFC, d'ailleurs, au mois de septembre passé. Puis Bahamondes est sur toute une séquence. Il est dans le top 15 maintenant. Donc, plus Bahamondes fait bien, moins cette défaite-là de Manuel Torres pèse lourd dans la balance. Ça apparaît un petit peu mieux. Raul Rosas, 4e victoire de suite. Lui, c'est le plus jeune combattant de l'UFC. Là, on le dit, c'est un jeune prodige de 20 ans. Il l'avait trébuché il y a quelques temps. Son 2e combat dans l'organisation. Maintenant, on veut prendre le temps de le bâtir. Il a bien gagné. On lui a donné un adversaire à sa mesure, le Vince Morales. Un vétéran, mais pas sur une bonne séquence. Il a bien fait là, dans cette fin de semaine, Raul Rosas. Il a très bien fait. Il a montré encore une fois que il prend de la maturité tranquillement. Faut pas oublier à quel point l'UFC, c'est une grande machine. Lui, c'est un jeune combattant. Donc, faut qu'il prenne le temps de rentrer dans l'organisation. Il nous a montré à quel point il est dominant. Puis c'est sûr que c'est dommage pour Morales parce que là, ça va faire 3 défaites consécutives. Puis on le sait, c'est pas un combattant. À son retour, là, c'est pas un combattant qui recule, c'est pas un combattant qui dit non, mais il a pas eu des combats faciles là, dans ses derniers combats. Là. Donc, chapeau à Rosa, qui a encore une grosse victoire. Puis c'est dommage pour Morales. Là. Exactement. Ensuite, Lupita Godinez, en fait canadienne d'adoption, mais mexicaine d'origine, qui est allée chercher une belle victoire contre Julia Polaistri. Elle a dominé en lutte au début. 3e round a été vraiment intéressant. La Brésilienne a décidé d'ouvrir la machine. Ouais. Et là, on a échangé solide. C'était beau. C'était vraiment coup pour coup. Puis ça nous a donné un très gros 3e round. Tu as été impressionné par Ateba Gauthier, le Camerounais? Ouais. Presque aussi en forme que Yohan Lennes. Très puissant. Non, sérieux, honnêtement, sa forme physique, là, c'est tellement impressionnant. Là, ouais. Et puis, tu sais, de te battre contre un combattant, moi, à mon dernier combat, je me suis battu contre un combattant qui était très impressionnant physiquement. C'est super intimidant de te battre contre quelqu'un qui est imposant. Donc, c'est une de ses grandes forces. Honnêtement, à 185 livres, j'ai probablement vu des gars aussi costauds. 22 ans seulement. 22 ans, c'est très jeune. Là. Non, ben exact. Puis gros KO en partant à sa première sortie à l'UFC. Très explosif. Gros KO contre José Medina, coup de genou. Là. Et les bonnies sont allés à Edgar Chairez, le Mexicain, pour sa soumission contre CJ Vergara. Et le docteur, chirurgien, David Martinez, lui, il est solide aussi. Gros KO. Gros KO. À sa première sortie à l'UFC, donc à surveiller. C'était une très très belle soirée cette soirée et là ça va faire différent un petit peu parce que là on passe d'un aréna où c'était plein, il devait y avoir presque 20 000 spectateurs, ça criait, il y avait de l'ambiance, au confort et l'intimité de l'Apex cette fin de semaine. Le fameux Apex, hein? À Las Vegas. Il est pratique. Oui, il est pratique, certainement. Il est pratique, mais disons qu'on préfère quand les gars-là sont dans des véritables arénas devant les fans. Mais bon,
Et c'est le fun que cette carte-là, Josh Emmett, retour pour lui, 8e chez les 145 livres, il affronte le Ron Murphy, le Britannique, qui lui est 10e. Donc, duel dans le top 10 des 145 livres. Et c'est intéressant que ce combat-là arrive une semaine avant l'UFC 314, où le titre est en jeu. Donc, ça va vraiment... on a 2 semaines de suite où là, on peut vraiment voir de l'élite des 145 livres et se faire une idée là, un petit peu de la suite des choses après le combat de championnat de la semaine prochaine. Bref, Josh Emmett, retour après 15 mois. Son dernier combat, on s'en rappelle, KO contre Bryce Mitchell. Ouais, honnêtement, gros KO. un KO Sensationnel. Un des plus féroces de l'histoire de l'UFC. Là, honnêtement, de mémoire. Une grosse main droite, un overhand, comme on l'appelle, là. C'est sa signature, là. C'est ce qu'il fait, Josh Emmett, c'est qu'il envoie des grosses mains droites en penchant sa tête. On appelle ça un overhand. Il a notamment envoyé un gros KO. Je pense que c'était Ricardo Lamas et Michael Johnson. Il a réussi à envoyer des gros KO comme ça. Donc, c'est des KO qui sont spectaculaires. Sa force de frappe est spectaculaire à Josh Emmett. Donc, c'est sa marque de commerce. Ça va être de toucher Leon Murphy parce qu'il n'a pas un client facile. Leon Murphy est tellement technique, tellement dominant au niveau de sa technique. Donc, ça va être un gros test. Mais oui, on l'a vu, là, Josh Emmett à son dernier combat, le KO contre Bryce Mitchell, c'était sensationnel. C'était un des KO les plus spectaculaires qu'on a eu dans la dernière année. J'ai hâte de voir contre Leon Murphy. C'est vraiment un combat très relevé là, parce que Leon Murphy, il est 15-0. Il est sur une lancée incroyable à l'UFC, a jamais subi la défaite, a été testé à son dernier combat contre Danny Gay, a été testé. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce combat-là. Il est très relevé. Là. Exactement. Écoutons, j'ai eu la chance de parler aux deux finalistes, Ron Murphy et puis Josh Emmett. Alors, on va commencer par Emmett qui, je le disais, revient après 15 mois d'absence. Il n'était pas blessé. Il n'y avait pas une blessure en particulier. Il y avait plein de blessures. Il y avait besoin. Là, il ne veut pas rentrer dans le détail, là, mais il y avait vraiment besoin de prendre le temps de revenir. Il y a maintenant 40 ans, là, imaginez. Mais ça lui a quand même manqué. Il veut prouver cette fin de semaine qu'il n'a rien perdu de sa puissance, justement. Yeah, no, I did miss competing, but I've worked on me getting back to 100%. I'm 100%. I haven't been over the handful of years, but that's why I took that layoff, just to get back to the way I used to train, the way I used to fight, and you guys are going to see that on Saturday night. Il m'a dit qu'il croyait pas à la rouille de l'octogone, le ring rust là, qu'on appelle la rouille de l'octogone. Toi, tu y crois ou? Oui, j'y crois. Okay. Je pense que ça peut être une bonne manière de te convaincre que ça existe pas, puis que, tu sais, mentalement, mais c'est sûr que je pense que ça fait partie de la game, là, ça existe. OK, intéressant. On va voir si ça va lui prendre. Au moins, c'est un combat de 5 rounds. Si ça lui prend un round pour s'ajuster. Peut-être de commencer le combat plus tranquillement pour être une option clé. Là. Il n'a pas un client facile, tu l'as dit. Murphy, invaincu dans sa carrière. 15 victoires, aucune défaite, un verdict nul. À l'UFC, c'est 7 gains et un verdict nul à ses débuts. Là, il est sur une séquence de 7 victoires. Et pour lui, c'est vraiment le plus gros combat de sa carrière. Tu l'as dit, Danny Gay, c'est un bon cogneur aussi. Donc, il m'expliquait, le Ron Murphy, où, évidemment, il faut que je fasse attention à sa grosse main droite, là, à Josh Emmett, mais c'est pas la première fois que j'affronte un gars, un cogneur comme ça. Donc, mais quand même, il a hâte là, d'avoir le défi devant lui, de prouver là, que Josh Emmett, c'est un client qu'il peut se payer cette fin de semaine. Yeah, it's a big fight, but I'm not putting no additional pressure on myself. I just know if I go out there and perform, I should get the win. So I'm just enjoying the journey, like I said, and I'm looking forward to the challenge. And Josh Emmett is a great fighter, and that's why I called him out, because I wanted the best of me, the best version of me to come out. I want to show the world how good I am. T'as entendu, c'est vrai, Emmett, c'est un gars il avait lancé un défi à Emmett, en fait, là, c'était après son dernier combat. C'était le gars qui le voulait affronter. C'est le fun d'avoir que les matchmakers prennent en compte nos désirs et puis qu'on mette sur pied ce combat-là quand même pour Murphy. Là. Ça doit être intéressant pour Leon Murphy parce que s'il a lancé le défi à Josh Emmett, c'est que il a calculé quelque chose. Puis on le sait, selon le style de combattant qu'est Leon Murphy, c'est un combattant technique, super calculé. Vous allez le voir, pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez le voir contre Josh Emmett samedi. C'est un combattant qui est très technique. C'est pas un combattant qu'on a eu la chance de voir beaucoup dans les dernières années parce que c'est pas un combattant qui est très actif. Mais Leon Murphy, c'est un combattant super technique. Il se rapproche de son combat de championnat. Donc, Josh Emmett, c'est sa porte d'entrée. Ça va vraiment être un bon combat. J'ai hâte de voir si ça va être de voir si Josh Emmett va être capable de toucher la cible
avec sa puissance, ou si Murphy va être en mesure de pouvoir garder la distance, de tuer la puissance de Emmett peut-être dans les 2-3 premiers rounds, puis finir fort dans les derniers rounds. Retournons à Josh Emmett qui a subi quelques défaites au cours des dernières années, mais c'était contre des gros noms, dont Ilia Topuria en 2023. Il a aussi perdu en combat de championnat intérimaire contre l'excellent Yair Rodriguez. Donc, gros combat. C'était vraiment un gros combat. Puis il y a 4 défaites, mais les 4, c'est contre des gros noms. Donc, même s'il a maintenant 40 ans, là, il a un seul objectif en tête, c'est de retourner dans un combat pour la ceinture. First and foremost, I'm solely focused on Lerone Murphy. He's a tough, talented fighter, but I have to go out there and win. I just have to go out there and I'm going to be in his face the whole time. He's never fought anybody like me. I'm going to put the pressure on him, and he's going to feel the power that he's never felt. And with a huge win, then I'm going to leapfrog the entire division, and I'm hoping to be in the conversations for next weekend and, be back in title contention. I want to fight the winner. I want to fight Lopez or Volkanovski. Whoever has the belt, that's who I want to fight. Les ambitions sont claires. Ça va être quand même difficile là, de dépasser des gars comme Rodriguez, justement, comme Max Holloway. Lopez, c'est ça. Mais il a parlé de Lopez, il a parlé de Evloev, également, Mosfar Evloev, qui est invaincu lui aussi, là, qui est sur toute une séquence. Et là, faut pas oublier c'est un retour depuis 15 mois. Là. Faut pas oublier qu'il y a Pitbull qui arrive aussi. Là, puis oui, je pense c'est vrai ça, Pitbull contre Josh Emmett, ça pourrait être intéressant. Il y a des rumeurs qui disent que si Pitbull Rodriguez battait... Yair Rodriguez. Non. C'est ça. Si Patricio Pitbull, excusez-moi, battait Yair Rodriguez la semaine prochaine, on donnerait tout de suite un combat de championnat à Pitbull. Pitbull, wow. OK. C'est des rumeurs, mais bon, bref. Mais il faut y croire, comme tu as dit. mais c'est vrai. S'il nous retape un KO comme il a fait à Bryce Mitchell, par exemple. C'est possible. Tu sais, les actions parlent aussi. Oui, là. exactement. Puis ce qu'on veut, c'est des combats spectaculaires, des combats de dominants. Puis c'est ce qu'on a des fois, là, avec des gros KO comme ça, on a un combat de championnat assez rapidement. Là. OK, Murphy, lui, tu le disais, pas très actif. C'est sa 6e année à l'UFC, seulement son 9e combat. Il y a des années où il se bat juste une fois par année. Et comme je disais, c'est intéressant de voir que ce soit juste une semaine avant le combat de championnat entre Alex Volkanovski et Diego Lopez. Parce que Diego Lopez est arrivé à l'UFC en 2023, 4 ans après Lerone Murphy. Wow. Mais lui, il a été super actif. Ça va être son 6e combat, par contre, mais il s'est tapé là, depuis 2023 5 victoires là, assez rapides et assez convaincantes. Donc, j'ai demandé à Murphy, est-ce qu'il est un peu jaloux là, de voir que Lopez est prêt. Il est sur une plus longue séquence là, de victoires que Diego Lopez, mais on le donne au nouveau venu plutôt qu'à lui. Il veut pas embarquer dans ces discussions-là de jalousie. I think it's all about what the fans want and hype. He's got hype, right? He's finished a few fights as well, and he's got a big following. So it is what it is. I'm not envious of him. Well done to him for getting the title shot, and I know my time's coming as well. My time's coming. But I think it's performance based. I think if I go out there and look good and beat Josh Emmett, then a title shot's coming for sure. Donc un peu le même discours, puis que ça revient à ce qu'on disait, ça dépend de tes performances. Et Lopez a eu plusieurs victoires spectaculaires avant la limite, ce qui lui a permis de gravir les échelons plus rapidement. Là aussi. Exactement. Puis, tu sais, j'aime l'attitude de Murphy là, qui est super concentré, puis, qui est focus sur son game plan, qui se laisse pas avec les distractions qu'il y a autour qu'il pourrait avoir. Donc, une belle attitude à avoir. Puis, tu sais, si le combat de championnat a à venir, il va venir, il est classé 10e. Là, donc, en battant Emmett qui est 8e, il va descendre tranquillement. Puis il va s'approcher, c'est ça, exact. Dernier extrait que je vais vous faire entendre, c'est par rapport à sa résilience. Lerone Murphy, c'est un gars, je sais pas si tu savais, là, mais il a frôlé la mort 2 fois, en fait. Là. Wow, 2022, accident de vélo. Grave accident de vélo qui a été hospitalisé pendant 2 semaines. Et puis, en 2013, avant son arrivée à l'UFC, avant même qu'il commence ses arts martiaux mixtes, sauf erreur, fusillade. Il a été pris dans une fusillade. 3 balles l'ont atteint au visage et au cou. Il a miraculeusement survécu à ça. Fait que lui, bref, les arts martiaux mixtes, c'est bien le fun, mais c'est pas... Je veux dire, oui, c'est sa carrière et tout ça, et c'est son objectif de devenir champion, mais juste d'être là, d'être encore en vie et d'être parmi les meilleurs au monde, c'est juste incroyable en soi. Là.
like I said before, I'm just grateful. I'm still here. Grateful I get to do this, and I've done it in a considerably short time. So I'm proud of myself, regardless of any results. I've done really well. I've reached the top 10 in the world. Obviously, that's not where it stops. I want to be champion, but I'm always proud of myself, and I know that I don't attach myself to this fighting game too much, and I'm somebody away from fighting. So I'm always proud of myself and proud of my achievements. Voilà, très très fier, comme il dit, et puis ça remet les choses quand tu frôles la mort 2 fois, ça remet les choses en perspective aussi. C'est certain que ouais, c'est des grosses épreuves que tu as à passer en puis le fait de gagner une ceinture dorée, c'est important, mais non, d'être capable de te lever chaque matin, c'en est une autre. Là, puis déjà de pouvoir être capable d'encore mettre les pieds dans l'octogone, c'en est une autre. C'est fabuleux. Donc, exactement. Ouais. OK, rapidement, on va passer la carte en revue. Les combats principaux intéressants en demi-finale. C'est Brésilien Joanderson Brito contre Pat Sabatini. Ça va être un bon petit choc de style. Ça, Brito, en fait, c'est un combattant complet. 7 KO, 8 soumissions en 15 victoires. Beaucoup de finish. Là, donc, 15 finishes en 17 victoires au total. Et Sabatini, lui, c'est un Américain, as du Jiu-Jitsu brésilien. 13 soumissions en 19 victoires. Donc, ça va être très intéressant là, parce que, ouais, comme tu l'as mentionné, là, 2 finishers. Parce que Brito est très spectaculaire. Il termine ses combats, mais Sabatini, il est pas à prendre à la légère. Là. Il y a beaucoup de soumissions. Moi, je le connais de CFFC. C'est un produit de CFFC, Sabatini. Il a fait partie de cette organisation-là. Je pense que si je me trompe pas, c'est un combattant de Philadelphie. Donc vraiment, il a perdu contre Diego Lopez. Il a affronté Diego Lopez. Il a affronté des gros combattants. Il a pas eu une route facile à l'UFC, mais ça va être un bon combat, ça. Brad Tavares contre Joel Merchart, ça, c'est 2 vétérans. Là. Ouais, une guerre de vétérans. Avec 47 combats au total, les deux à l'UFC, imagine. C'est 2 des combattants en 185 livres qui ont le plus d'expérience dans l'organisation. Tavares, tu vois, ça va pas très bien. Là. 4 défaites à ses 5 derniers. Je sais pas s'il joue son emploi. Là. C'est un bon vétéran. J'imagine qu'on va le vouloir garder, mais il va falloir qu'il trouve le chemin de la victoire à un moment donné. Puis c'est pas le gars non plus le plus spectaculaire. 13 décisions en 20 victoires. Là, va souvent à la décision aussi. Là. Alors que Merchart, c'est le contraire. Exactement. Merchart, c'est plus un spécialiste de soumission. Là. 35 soumissions à ses 37 victoires. C'est énorme. 35 soumissions, c'est énorme, honnêtement. Donc, mais je pense que c'est vraiment, sans vouloir manquer de respect à personne, c'est les 2 plombiers à 185 livres de l'organisation. Donc, vraiment, c'est la guerre des plombiers. Donc, tu l'as mentionné, c'est ça. Tavares, c'est plus un combattant patient qui va pour des décisions, tandis que l'autre côté, on a le spécialiste de soumission. En tout cas, ça va être intéressant. Puis deux vétérans savent comment ça fonctionne, la game. Là, exactement. Donc, ça te prend des bons gars comme ça quand même. Puis qui viennent de 2 bons gyms. Hein? On a Tavares qui nous vient de Randy Couture, directement à Las Vegas en Floride. Puis l'autre côté, Merchant qu'on a de Kill Cliff. Donc, en Floride. En Floride, exactement. Et les débuts de Torres Fini, il est 10-0. C'est un gars qui a passé 3 fois par la Contender Series. Il affronte le finaliste de la dernière saison de Ultimate Fighter, Robert Valentin, un Suisse. Et puis, Luis Gurule, on est chez les poids mouche, 125 livres. C'est un gars qui est 10-0 aussi. Et on lui donne, dès ses débuts à l'UFC, le vétéran Ody Osbourne. Le bon vieux vétéran Ody Osbourne. Donc, comment il va se débrouiller? S'il est capable de venir à bout de Ody Osbourne, on sait qu'on a peut-être un bon petit espoir sous la main. Voilà, donc, cette carte-là, c'est présenté cette fin de semaine, samedi, sur les ondes de TVA Sport 2. On présente ça en intégralité. Je vais être avec Pat Côté dès 19h samedi. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Énorme combat. Ce soir, on enregistre jeudi, on est le 3 avril. Énorme combat pour Frédéric Duprat ce soir à la PFL. Et là, moi, je faisais mes notes hier, puis je regardais ça. Puis je me suis rendu compte que son adversaire avait changé. Puis qu'il avait intégré le tournoi officiellement des 145 livres de la PFL. Donc, à la dernière minute. Ouais, exact. Il y a eu, on a refait la carte. Là. Il doit y avoir eu un désistement quelque part. Puis on a choisi Duprat pour affronter le vétéran Gabriel Braga, qui lui est un vétéran de la PFL. Ce sera pas facile pour Duprat. Donc, s'il va chercher 4 victoires, je pense, cette année, c'est 500 000 $ dans ses poches quand même. Là. On joue plus pour 1 million, on joue pour 500 000, mais Duprat, là, ça a beaucoup plus d'exposure pour lui. Au lieu d'être le tout premier sur la carte, il est en milieu de carte.
dans le tournoi officiel. Une grosse chance pour Frédéric Dupras, là. À quoi tu t'attends? Parce que on connaît ses forces. Là. Pour ceux qui le connaissent un peu moins, Fred Dupras, c'est qui? Frédéric Dupras, c'est un spécialiste du jiu-jitsu brésilien, premièrement. C'est un combattant qui a une guillotine qui est incroyable. La guillotine, c'est vraiment une prise qu'on fait au niveau de la tête. Il a énormément de soumission avec la prise de la guillotine. C'est quelqu'un qui termine ses combats, qui est très spectaculaire. C'est sûr que là, il tombe dans un tournoi à PFL parmi les meilleurs dans le monde. On se bat pour $1 million. Donc, mais je le vois vraiment comme une opportunité pour lui. Puis c'est comme en anglais, on dit c'est un gamer. C'est quelqu'un qui est là pour gagner, qui aime la pression. Il est performant, Frédéric Dupras. Donc vraiment, là, d'avoir l'opportunité de rentrer dans ce tournoi-là puis de pouvoir faire ton nom, il va l'apprendre à la lettre, c'est certain. Là. Dupras est 8-1 dans sa carrière, 6 victoires de suite. Il est sur une très, très belle séquence. Il a été champion à Samouraï ici, avant de passer à la PFL. Puis ses 6 victoires ont été acquises par soumission. Par soumission. Puis Braga, lui, le Brésilien, 15-2 dans sa carrière. Donc, très belle fiche, lui aussi. Vétéran de la PFL, comme je le disais, demi-finaliste en 2024. Il a gagné contre des très, très bons adversaires, là, notamment... son nom m'échappe, là, mais des gars, je pense que sa demi-finale l'an dernier, il l'a perdu contre le gars qui a gagné le tournoi. Il a gagné contre il a déjà affronté, il y a des beaucoup de millages, là, c'est ça, contre des gars qui sont habitués, qui en ont vu d'autres. Clairement le plus gros défi de la carrière. Un très gros test pour Frédéric Dupras, mais tu tombes dans le tournoi PFL, tu t'attends à affronter des gros tests, tu t'attends à être là, donc je pense qu'il est vraiment prêt là. Et c'est diffusé sur DAZN ce soir, la PFL sur DAZN, si vous êtes abonné, vous pourrez regarder ça. Dana White est allé annoncer il y a quelques jours, je pense que c'était mardi soir, les dates, il a officialisé le pay-per-view dont on vous parlait au Mexique, là, le 20 septembre à Guadalajara, mais aussi celui qui va suivre Montréal, l'UFC 316, à Newark, au New Jersey, le 7 juin. 2 combats de championnat. La revanche entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley pour le championnat des poids coqs. On se rappelle que Dvalishvili avait complètement dominé O'Malley pour aller lui voler sa ceinture au 306, là, à la Noche. L'année passée. Et deuxième combat de championnat, c'est chez les poids coqs, mais féminin cette fois-là, avec Kayla Harrison, ancienne double championne de la PFL, ancienne double championne olympique aussi. Ouais. Très, très bonne combattante qui va aller affronter Juliana Peña pour le titre. O'Malley, Dvalishvili 2, c'est quelque chose que tu voulais voir, toi? Oui, j'ai hâte de voir ça. Là. O'Malley semble être descendu un petit peu de son ciel, est revenu sur terre, semble dire qu'il a changé beaucoup d'habitudes. Il s'est pas battu, lui, depuis septembre. Il s'est pas rebattu depuis ça. Donc, vraiment, là, tu sais, ça va être une défaite qui fait mal. C'était un grand champion, c'est un champion qui était aimé, ça allait bien. Il a décidé de prendre un certain personnage qui semble peut-être l'avoir déconcentré de son rôle de champion. Là, on retourne dans les bottes de conquérant. J'y crois, je souhaite le voir revenir puis peut-être surprendre Merab pour revenir avec une trilogie. Ah, intéressant. Puis du côté de Kayla Harrison, elle a été championne de la PFL à 155 livres, imagine. Wow. On l'a descendu graduellement, on l'a fait combattre à 145 livres à sa dernière saison. Elle a fait un seul combat, elle est arrivée à l'UFC. Pas le choix. Il n'y a plus de division 145 livres. Il faut qu'elle descende à 135. Elle, la coupe de poids, c'est difficile. Évidemment, elle a vraiment, comme depuis plusieurs années, elle le savait là, que ça s'en venait. Ouais. Elle a perdu du poids graduellement, possiblement de la masse musculaire. Mais tu sais, imagine de 152 catégories de poids là, pour une fille. Ça doit être énorme. Ouais, pour une fille. Là, on sait qu'elle est très musculaire, mais quand même, ça doit être énorme. Fait que ça va être à surveiller à quel point. Mais elle a 2 victoires à l'UFC. Combat de championnat à sa 3e sortie, évidemment, avec tout son pedigree championne olympique et tout ça. Je suis pas surpris qu'on lui donne la chance. Hâte de voir contre Juliana Peña. C'est un duel qu'on attendait depuis longtemps. Ça va avoir lieu à Newark le 7 juin. Puis moi, un des trucs que je veux souligner, puis que je suis un peu déçu, là, c'est que je trouve ça plate qu'on fasse un gala UFC 1 mois après Montréal, dans le nord-est des États-Unis, pas loin de Montréal, en fait. Ouais. Puis je me disais, le dollar américain est tellement avantageux au dollar canadien. Je me dis, à Montréal, on est peut-être capable d'attirer des gens du New Jersey, de New York, du Massachusetts qui vont venir à Montréal. Mais là, on leur donne un gala chez eux le mois suivant. Je ne sais pas à quel point les Américains vont venir pour le UFC 315. C'est mon petit commentaire éditorial. Mais d'accord. Il y a des gens payés plus cher que moi qui prennent ces décisions-là. Puis peut-être que ça aura peut-être aucun impact
au final, on verra. Puis je veux juste terminer en vous mentionnant que Jamal Hill contre Khalil Rountree, ben, ça n'aura plus lieu. À l'UFC. Ça devait avoir lieu le 26 avril à Kansas City. Mais on est on a droit quand même à tout un plan B. Ton préféré, Ian Gary. Oh oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais, intéressant. Qui va affronter Carlos Prates. Prates, lui, son combat à l'UFC 314 est tombé à l'eau contre Neil Gary. Je pense. Non, contre Jeff Neal. Ouais, Jeff Neal. Donc, il va affronter... donc, Prates, on le met en finale la semaine d'ensuite contre Ian Gary. Deux très, très bons espoirs. Là. Gary est 15-1 dans sa carrière. Il a subi sa seule défaite contre Shavkat Rakhmonov il y a quelques semaines, au mois de décembre. Ouais. Et Prates est sur une grosse lancée. Et Prates, c'est ça. 4-0 à l'UFC, 4 KO. Les Fighting Nerds. Ça va être un gros combat encore, ça. Ouais, exact. Ben là, honnêtement, bravo à Gary. Ouais, qui prend des dernières minutes encore une fois. Puis qui prend un gros risque quand même. Pour un gars qui est vraiment pas loin d'un combat de championnat, c'est un pari risqué. Donc, on l'aime pas tant que ça. Son attitude, des fois, laisse à désirer, mais je suis d'accord. Faut que je lui donne le crédit pour ça. Là. Ça fait le tour? Ça Autre fait le chose tour. à mentionner. Bonne chance à Fred Duprat ce soir. Ouais, let's go, mon Fred. Merci à toi, mon cher Johan. Je vous invite, bien sûr, cette fin de semaine, samedi, pour l'UFC Emmett contre Murphy à l'Apex, 19h sur TVA Sport 2. Merci à Phil, notre technicien. Et là, c'est vrai. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao!